Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est au cœur de l'identité française, mais aussi de sa stratégie internationale, son patrimoine. On va voir comment la France l'utilise comme un véritable outil de puissance. C'est un thème passionnant du programme d'HJSP en terminale, alors c'est parti, on plonge dedans. Alors, regardez bien ce chiffre, 90 millions. C'est le nombre de touristes étrangers que la France a accueillis en 2018. Ça en fait la première destination touristique mondiale. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre pour les statistiques, c'est la preuve d'une attractivité immense, une force de frappe qui repose en très grande partie sur la richesse incroyable de son patrimoine. Et voilà la question qui va nous servir de fil rouge, notre problématique. C'est typiquement le genre de question qui peut tomber au bac. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer les stratégies, de voir qui sont les acteurs et de comprendre les tensions pour pouvoir y répondre de la manière la plus claire et la plus structurée possible. Pour ça, on va suivre un plan en 4 temps, un peu comme dans une compo. D'abord, on va définir ce que c'est, un patrimoine stratégique. Ensuite, on verra le rôle central de l'État. Puis, étude de cas avec la reconversion du bassin minier, un super exemple. Et enfin, on parlera de soft power. Et en bonus, à la fin, je vous ai concocté une petite fiche mémo avec tout ce qu'il faut retenir pour l'examen. Alors, première partie, identifier, protéger, valoriser. Ces 3 mots, ce sont vraiment les 3 piliers de la politique du patrimoine. Ils décrivent tout le processus qui fait qu'un simple lieu ou une pratique devient un enjeu national, voire mondial. Et on va voir que cette idée de patrimoine, elle n'a pas arrêté d'évoluer. Le mot-clé à maîtriser absolument ici, c'est celui-là, patrimonialisation. C'est un concept fondamental. Ça veut dire quoi? En gros, ça ne consiste pas juste à dire tiens, on va garder des vieilles pierres. Non, c'est un processus politique et social hyper complexe par lequel une société décide collectivement qu'une chose a de la valeur et doit être transmise. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cette notion de patrimoine s'est élargie. Au début, c'était les châteaux, les cathédrales, le grand patrimoine monumental. Et puis, petit à petit, on a commencé à s'intéresser au patrimoine industriel, au paysage naturel, et même à des choses qu'on ne peut pas toucher, le patrimoine immatériel, comme la gastronomie. L'UNESCO a d'ailleurs joué un rôle immense dans cette évolution. Allez, deuxième grande partie. En France, historiquement, qui est aux commandes de tout ça? Eh bien, c'est l'État. On va voir qu'il a vraiment joué un rôle de chef d'orchestre dans la construction de cette politique du patrimoine. Cette petite frise chronologique, elle est super parlante. On voit bien comment l'État a construit brique par brique, tout en arsenal de lois pour protéger son patrimoine. Ça commence au XIXe siècle, avec Mérimée qui fait l'inventaire, puis la Grande Loi de 1913, ensuite Malraux dans les années 60 qui sauve des quartiers entiers de la destruction. Et enfin, tournant majeur dans les années 80, la décentralisation. Là, les collectivités locales, les régions, les communes, entrent dans le jeu et deviennent elles aussi des acteurs incontournables. Et attention, ça c'est une nuance très importante qui fera la différence dans une copie. Aujourd'hui, même si l'État reste le grand pilote, il n'est plus du tout seul aux manettes. La gestion du patrimoine, c'est un jeu à plusieurs acteurs, à plusieurs échelles. Il y a l'État, bien sûr, mais aussi les collectivités locales qui ont de plus en plus de pouvoir, et le secteur privé via le mécénat qui joue un rôle croissant. Passons maintenant à notre étude de cas. C'est un exemple absolument génial pour montrer que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose de mort, de figé dans le passé. On va parler de la reconversion du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Comment on transforme une région en crise industrielle en une ressource culturelle, c'est ce qu'on va voir. Là, le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a l'image d'un territoire qui souffre, les mines ferment, le chômage explose, une vraie crise. De l'autre, aujourd'hui, on a un site classé par l'UNESCO qui attire des touristes et où les habitants retrouvent une fierté. On a littéralement transformé les cicatrices du passé en atouts pour l'avenir. Regardez-moi cette photo. Ce qui était à l'origine une conséquence négative de l'exploitation minière, un affaissement de terrain rempli d'eau, est devenu un lieu de promenade, un parc de loisirs. C'est un exemple parfait de réhabilitation qui coche toutes les cases. Écologique, sociale et économique. Et ici, on voit comment les anciennes voies ferrées qui servaient à transporter le charbon ont été transformées en pistes cyclables, en voies vertes. Ces chemins permettent de se balader entre les terrils, les anciens chevalements. Bref, on a créé une toute nouvelle offre touristique qui se base sur l'histoire industrielle de la région. C'est brillant. Ce schéma en 4 étapes, il est super utile parce qu'il résume tout le processus. Et c'est une méthode d'analyse que l'on peut appliquer à d'autres cas. D'abord une crise, puis une crise de conscience de la valeur de ce qui reste, ensuite un projet politique fort pour transformer le territoire, et enfin la consécration internationale avec l'UNESCO qui vient tout valider. C'est un vrai cercle vertueux. On arrive à notre dernière grande partie,
Maintenant qu'on a vu comment on protège et on valorise le patrimoine, voyons comment la France s'en sert pour rayonner dans le monde. C'est là qu'on va parler d'un concept géopolitique majeur, le soft power. Cette définition, il faut la connaître sur le bout des doigts. Le soft power, le pouvoir doux, c'est la capacité d'influencer les autres non pas par la force, mais par la séduction. C'est convaincre plutôt que contraindre, en s'appuyant sur sa culture, ses valeurs, son image et bien sûr son patrimoine. Prenez cet exemple, il est parfait. Quand la France fait inscrire son repas gastronomique sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, elle ne fait pas que protéger une tradition, c'est un acte politique. Elle envoie un message au monde entier sur son excellence culturelle, son art de vivre, c'est un instrument de diplomatie culturelle, un outil de soft power à part entière. Et cette diplomatie culturelle, elle prend plein de formes différentes. On peut exporter un musée, comme le Louvre à Abu Dhabi, pour renforcer son influence au Moyen-Orient. On peut utiliser un lieu mythique comme Versailles pour accueillir les grands dirigeants et les investisseurs. Ou même, on peut restituer des œuvres d'art, comme avec la Corée du Sud, pour apaiser des tensions du passé et améliorer ses relations. Chaque fois, le patrimoine est un outil au service d'un objectif géopolitique. Bon, on a vu beaucoup de choses, alors pour que tout soit bien clair, on synthétise l'essentiel. C'est le moment de sortir les téléphones pour faire une petite capture d'écran, ça peut servir. Voilà le kit de survie pour le bac. Maîtrisez bien ces trois notions. Patrimonialisation, reconversion, soft power. Ayez en tête ces trois exemples pour pouvoir illustrer vos propos. Et surtout, s'il vous plaît, évitez l'erreur classique qui est de ne parler que des châteaux et des églises. Montrez que vous avez une vision large du patrimoine, en incluant l'industriel, le naturel, l'immatériel. C'est ça qui fera la différence. Donc, pour répondre à notre question de départ, on peut dire que le patrimoine, ce n'est pas juste un héritage tranquille qu'on dépoussière. Non, c'est un objet vivant, un enjeu qui est au cœur d'une négociation permanente entre le devoir de mémoire, les besoins économiques d'aujourd'hui et ce qu'on veut construire pour demain. Et je vous quitte avec cette question, qui peut faire une excellente ouverture en conclusion de dissertation. Le patrimoine, est-ce que c'est un poids du passé qu'il faut protéger à tout prix, ou est-ce que c'est un moteur, un carburant pour inventer le futur ? Voilà, ça laisse à réfléchir. Merci beaucoup de m'avoir suivi et bonne révision à tous.